Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. Bonsoir messieurs, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Comment ça va Daniel? Ben ça va, toujours beaucoup de travail et la semaine est très... La période s'y prête aussi. Très riche, voilà, absolument. Rédacteur en chef du Progressiste, voilà, qu'on voit à l'antenne, voilà, avec les 4 candidats de EP. Ensemble pour une Martinique nouvelle. Merci beaucoup d'être avec nous. Eddy, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, patron de revue à la Martinique. Et ce soir, tu nous amènes Business News. Oui. Tout nouveau, tout chaud, comme dirait Balthazar à l'époque sur RCI. Tout nouveau, tout chaud, oui. Tout nouveau, tout chaud. Avec un dossier... Alors, on nous tombe déjà dessus, évidemment, parce qu'on a osé, mais bon, je rassure, des francs-maçons, je rassure tout le monde, ça fait la 3e fois qu'on ose. Hein. Donc, 2005, 2010 et 2017, ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas fait de dossier. Mais celui-là, il est plus sérieux, il est plus sévère surtout. Hein. C'est lumière et dossier noir, parce que tous les gens qu'on a été voir nous ont dit « Mais non, il n'y a rien, il ne s'est rien passé, tout ça c'est des racontards ». Et bon, on a fait une enquête assez poussée, et on a mis en lumière 10 affaires où la franc-maçonnerie a eu de ses membres qui ont totalement dérivé. Comme tout groupe humain, il y a toujours des brebis galeuses. Et là, en l'occurrence, il y a des méga brebis galeuses sur des affaires vraiment extraordinaires. Bien que la franc-maçonnerie soit, de mon point de vue, un mouvement philosophique très utile, autant que, par exemple, l'Église catholique ou l'islam ou les religions, les religions judaïques, etc. C'est fondamental pour la réflexion et la progression de l'humanité, mais comme ailleurs, il y a des dérives et on a fait un focus sur ces dérives-là. Déjà dans les kiosques? Oui, déjà dans les kiosques, vous pouvez y aller. Bien. Dossier très intéressant que je vous recommande évidemment. Bonsoir Michel Branchy. Bonsoir à toutes et à tous. Qui est plongé dans la lecture. Oui. À toutes et à tous, il faut dire. Hein. Rédacteur en chef de justice, avec là aussi les 4 candidats du Grand Assemblée. Je ne sais pas si... Donc je vous le montre maintenant. Les 4 candidats du Grand Assemblée que justice soutient. Oui, c'est pas les mêmes que les nôtres. Oui, on avait compris. Il ne faut pas qu'on en parle. On avait compris. Voilà. Non, mais juste montrer... Il ne faut pas qu'on parle de quoi? De justice? Non, au contraire. Oui. Il ne faut pas ce soir, nous n'avons pas le droit de parler... Des candidats. Des candidats. Oui, ben, politiquement... il y a tellement de choses à dire, on n'a même plus le droit de le dire. Bon, ben voilà. Non, on peut le dire différemment. Avec subtilité. Avec subtilité. Voilà. Avec des nuances. Oui. Voilà. Mais comme nos auditeurs sont extrêmement affûtés, ils comprendront les messages subliminaux que nous avons leur fait. Alors, voilà un maître en la matière. Alors, par exemple, Michel, de quel message tu parles qu'on pourrait... Comme ça, exemple. À mon avis, au fur et à mesure que la campagne se déroule, je pense que ce sera encore plus visible au 2e tour. Oui. La campagne, malgré tout, s'éloigne un peu des schémas politiques français et commence à s'intéresser aux problèmes martiniquais et singulièrement à la CTM. Alors, grosso modo, il y a ceux qui disent que la CTM ne fait rien, que la Martinique est à l'arrêt, et puis ceux qui disent non, c'est pas vrai, la CTM travaille, mais que l'élection à la députation, c'est l'occasion de porter devant le Parlement français les problèmes martiniquais que la CTM ne veut pas résoudre et ouvrir les portes qu'elle ne peut pas ouvrir elle-même. Alors, à mon avis, c'est autour de cela que alors, j'ai fait un travail qui a consisté à regarder les professions de foi. Oui. Et j'ai séparé en 2 les professions de foi que j'ai reçues. Celles qui parlent de la Martinique et celles qui parlent de la France.
D'accord. C'est-à-dire les gens qui disent votez pour moi parce que je soutiens Tartampion en France. Et celle qui parle de rien du tout de ces oui. Il y en a. Il y en a une. Il y en a une. Ça se trouve également. Il y en a quelques-unes. Mais Celle qui parle de rien du tout. alors par charité chrétienne, nous Oui, n'allons on va pas dire. nous n'allons pas le dire. Sinon, on va se retrouver. Bon, Oui, mais néanmoins, il y en a une Oui. qui parle constamment Enfin, de changer. Pardon, je précise que quand tu dis une, tu parles de la profession de foi. Tu ne La parles pas profession de tu ne foi. parles pas d'une candidate. Hein. Non, pas du tout. Non, mais on peut le comprendre aussi comme ça. Mais sinon, il y en a plein des candidates. Hein. Mais Il y a un nombre très important de c'est pour femmes. ça que je précise. C'est pas pour une que personne ne candidate, se c'est sente une visé. profession de foi. Il ne faut pas non plus qu'on se dise, ouais, ces gars-là n'aiment pas les femmes. On parlait d'une profession de foi. Une profession de Voilà. foi qui parle de société civile, de démocratie participative, de choses comme ça. Ne dévoile pas tout, sinon On va on pas saura plus c'est loin. qui. Et qui dit il faut voter et voter pour moi. Point final. D'accord. Même il y a aucun des problèmes économiques et sociaux. Dieu sait si la Martinique en comporte, qui sont même cités. Ouais. De manière comme un espèce de calendrier à la Prévert. Alors, je fais un petit retour sur ce que tu disais. Quand les gens disent que la CTM est à l'arrêt, est-ce que tu penses que c'est parce que au Conseil exécutif, tout le monde est presque en campagne, les gens n'ont... Alors, ça, c'est un autre argument. Ça, c'est un autre C'est un autre argument. Ouais. Non, c'est-à-dire qu'ils ont été élus récemment, qu'est-ce qu'ils vont chercher, etc. Oui. Bon, alors, je les laisse répondre. Mais enfin, moi, je pense que la réponse, elle est contenue dans ce que j'ai dit précédemment. C'est que, précisément, au bout d'un an et demi, on se rend compte, bien sûr, que la CTM a un certain nombre de compétences de pouvoir, mais qu'elle n'a pas tous les pouvoirs, et que la solution, et d'ailleurs c'est un peu ce qui s'est passé en Guyane, bon, la solution d'un certain nombre de problèmes, les grandes infrastructures, je vais en citer. Nous avons un retard considérable en matière d'adduction d'eau. Nous avons un retard considérable en matière de déchets. Nous avons un retard considérable en matière d'établissements pour personnes âgées, et plus que les autres départements d'outre-mer, parce que le vieillissement accéléré est beaucoup plus accentué en Martinique que dans tous les autres domaines. Nous avons un certain nombre d'échéances, bien, qui ont des coûts financiers. Bon, et là-dessus, la CTM fait ce qu'elle peut, mais elle n'a pas les solutions. Il faut que les députés martiniquais, quels qu'ils soient, posent de manière très forte la question du rattrapage en matière d'infrastructure, parce que les fonds européens, tels qu'ils ont été conçus au programme opérationnel 2014-2020, font l'impasse, font comme si nous sommes un pays développé et que notre problème principal, c'est l'innovation et le numérique. Bon, je veux bien. Ouais. Mais c'est vrai que 400 000 habitants sur 300 et quelques millions d'habitants, ça fait pas l'eau. Donc il vaut mieux des gens qui se battent. Et c'est ça le rôle des députés. Donc, au lieu de nous parler, j'ai entendu un candidat nous dire que, heureusement, c'est pas moi qui l'interrogeais, nous dire qu'il faut replanter des cacao et puis des cocotiers le long des rivières parce que ça manque. Hein. Donc, ok, on n'est pas là pour se moquer des gens, mais il faut dire aux gens de ne pas se moquer de nous. C'est un échange, quoi. Ou de ne pas se tromper d'élection. Non, se moquer, parce que quand on est candidat à une élection législative, on sait où on va. Si on ne sait pas où on va pas. Sous passage je belote ou pas assis devant la table, je belote ou d'accord avec moi. Pièce candidat au jeu de belote, pas qu'à assise à l'entour de table et puis trois je belote. Et puis il y a mettre idée la même. Donc il y a un minimum. Pas qu'à jouer poker dans ta belote. Voilà, exactement. Et vous savez que vous mettez au déro. Donc pas faire un jeu d'homme dans jouer échec. Pas qu'à jouer poker sous pas un bel menteur. Par exemple. Par exemple. Donc, en fait, il faut qu'on recadre un peu les choses. Et puis, nous, médias, on est là pour ça. Pour dire aux gens, bah, écoutez, la prochaine fois, ne revenez pas, quoi. Puisque vous vous moquez de vos électeurs. Et de la démocratie. Puisque on est dans une espèce de jeu poker menteur, pour ne pas reprendre. Et il faut arrêter ça. Mais ça, on va dire que c'est marginal. Par contre, ce qu'il faut qu'on explique à ceux qui vont voter, et non pas à ceux qui sont candidats, parce qu'on présume qu'ils savent. On s'aperçoit dans les émissions qu'ils ne le savent, pas vraiment, mais on présume qu'ils... Par contre, les gens qui vont voter, eux,
une bonne partie d'entre eux ne savent pas vraiment quel est le rôle et quelle est la mission. Et on le répète, on va dire seulement tous les 5 ans. C'est ça le problème. Si on le faisait chaque année en faisant un peu de pédagogie, et ici on est un peu là pour ça, ils comprendraient que, il y a des secteurs que Michel vient dégrainer qui sont de la responsabilité de l'État, donc l'interlocuteur principal de l'État en la matière, c'est celui qui vote les lois. Et c'est bien les lois que l'État, lui, l'exécutif, applique pour que les gens soient heureux. Allons dire les choses de manière très caricaturale. Et ce rôle-là, il est fondamental. Par contre, nos députés, on va dire des 30 dernières années, n'ont pas compris ce rôle-là. Il a été joué de manière forte par tous les députés avant 1970. Ouais. Un type comme Aimé Césaire, il avait un rôle très précis et on lui avait assigné une mission très précise. Tu vas là-haut pour rapporter quelque chose de précis. Or, aujourd'hui, nos députés, non seulement eux-mêmes ne se disent pas « je vais là-haut pour ramener quelque chose de précis pour mon peuple », mais personne ne leur dit ça. Mais ils ne pensent même pas que nous sommes un peuple. Oui, Il y en a qui en sont encore à penser que nous sommes une population. Ouais. Bon. Tout à fait. Bon, voilà. Il faut déjà accéder à cette conscience. D'accord. C'est le rôle du Parti communiste. Puisque Michel a nommé par 2 fois la CTM, Oui. la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne s'agit pas, ce samedi 10 juin, de voter pour une élection à la CTM. Parce que beaucoup d'électeurs confondent tout. Il ne s'agit pas de refaire le vote de la CTM, il a été fait. C'est pour 6 ans, c'est bien ça, Michel? 5 ans. 5 ans, pardon. Il ne s'agit pas non plus d'une élection municipale. Ah, faut dire ça. Oui, il faut dire ça à tout le monde, camarade. Faut dire ça à certains candidats. À tout le monde, camarade. Il ne s'agit pas de ça. Et a dit un peu le rôle du député. Là où je suis d'accord avec Michel, c'est que le député est j'allais dire le mot, mais souvent c'est mal pris, une courroie de transmission, dans le bon sens du terme, entre les problèmes spécifiques locaux martiniquais et ce que l'on appelle la représentation nationale. Les lois, mais il n'y a pas que les lois. Il n'y a pas que les lois. D'accord? Mais le rôle des députés n'est pas de remplacer le maire ou de remplacer le conseil exécutif de la CTM. C'est pas ça du tout. Alors, on peut dire, certains disent, ah ouais, en France, il y a trop d'élections, on s'y perd, etc. et tout. Mais il faut savoir que ce ne sont pas les mêmes élections. En septembre, on aura les élections sénatoriales, si je ne m'abuse. Tout à fait. Bon, c'est un peu comme les élections de députés. Le sénateur n'est pas non plus un maire, même s'il y a des sénateurs maires, mais le sénateur... Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus d'ailleurs, exactement. Donc ça va clarifier un peu les choses. Je crois qu'il faut que l'électeur se mette dans la tête que chaque élection est spécifique. Bien. Il faut quand même lui rappeler qu'il faut aller voter. Oui, alors Oui, Il faut aller voter pour une raison simple. Aux dernières élections, le taux de participation au premier tour, globalement, sur l'ensemble de la Martinique, était de 33%. Exact. Et au deuxième tour, de 38%. 38%. Alors, c'est très faible. Pourquoi, en l'occurrence, ils sont... Il ne faut pas qu'ils viennent pleurer après. Parce qu'il y a des choix qui vont être faits, là. On va peut-être en parler. Parce qu'il y a des élections au niveau national. Et les élections au niveau national vont donner ou non à une majorité... ou non à Emmanuel Macron une majorité absolue ou pas. À partir du moment où il y a une majorité absolue, un président qui a été élu à plus de 60%, 66%, qui a une majorité absolue, comme ça a l'air de se dessiner. Mais c'est 60% des votants, hein, pas des électeurs. Non, mais ce qu'on retient, c'est il a été élu, le nombre de voix qu'il a fait. Oui. Hollande a été élu à 52%. Voilà. Quand vous êtes élu à 52%, vous partez avec un handicap. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est 52-48, donc c'est pas une victoire éclatante. Bon, à l'Assemblée, Hollande espérait 289 députés, il en a eu 252. Donc il a une majorité avec ses alliés. Et vous avez vu comment ils ont été turbulents. Puisqu'à certains moments, il a fallu sortir l'arme du 49-3. Bon, donc, tel que c'est parti, le président va se sentir légitime à faire passer des choses
qui ne sont pas forcément du goût de la majorité de la population. Tout à fait. Mais il ne faut pas s'en finir pleurer. Après, pour dire, ah, on ne peut pas comprendre, comment il y a ces messieurs qui ont voté ça. Première question, Est-ce que vous votez? Est-ce que vous allez voter? Ouais. Est-ce que vous allez Donc, voter? comme vous pas aller voter, à ce Paix-là. score-là, et puis paix-là. Mais Voilà, apparemment, c'est ça le problème. on prédit déjà une majorité écrasante à Macron, semble-t-il, d'après ce qu'ils disent en Il y a peu de métropole, il y a peu de chances que ce soit le contraire, parce que vous avez vu les résultats. En Polynésie, Ouais. la folie furieuse, Polynésie a voté majoritairement pour Marine Le Pen. Hein. Ouais. Vous vous rappelez? Ouais. Incroyable. Les Français de l'étranger, 10 sur 11, etc. On peut pas ici donner le résultat d'une élection, bon, avant, c'est clair. Par contre, si on fait l'historique, et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que ça, les fondamentaux ne changent pas du jour au lendemain. Hein. En France, il y a 50% de la population qui a plus de 40 ans. Ok? Donc ces gens-là, ils ont voté en 2012, il y a juste 5 ans. Bon. Donc on connaît leur mode de, je dirais, leur attitude et leurs habitudes électorales. Même si les gens pour qui ils votent peuvent changer, mais les habitudes électorales, les philosophies, etc. Eh bien, quand vous obtenez plus de 25% des intentions de vote sur 600 sondages depuis le début des sondages sur les législatives, et que ça ne bouge pas, et que plus d'une vingtaine d'instituts ont à peu près la même chose, vous êtes sûr d'avoir une majorité relative, 25%. Ok? Quand vous atteignez 31, 34%, 34. avec 28%, Sarkozy a eu 28% des intentions de vote. Sarkozy a eu 330 députés. Ok. Ouais. Hollande avait 25-26. Il a obtenu 258 députés. Vous imaginez qu'à 34%, ça laisse présager quelque chose d'assez brutal. Majorité absolue. Mais c'est pas ça le propos. Le propos, c'est que les gens ici, bon, je peux le dire, il y a peu de chances que Emmanuel Macron fasse une razzia, entre guillemets, sur ses candidats propres, sur le scrutin. Mais il est fondamental que les gens aillent voter. Alors, puisqu'on parle justement des programmes, justement, alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on a vu cette semaine la loi travail chère à Michel. Hein, je ne veux pas t'énerver quand je dis ça, mais bon. Alors, est-ce que vous pensez sérieusement, je ne sais pas moi, bon, Mélenchon ou les autres candidats de la présidentielle pourront avoir tellement de voix pour contrer Macron sur ça? Et puis, est-ce que Macron, finalement, s'il est porté par les législatives, va pas faire passer ses lois par ordonnance, enfin, en coup de force? Enfin, en coup de force. Il a été élu, et il aura peut-être des députés pour ça. Alors, tu permets Bien sûr. Que je réponde. Précisément, je reprends le témoin. Eddy a dit qu'il faut voter. Oui. Et moi, je dis qu'il faut voter parce que tant que le dernier bulletin de vote n'a pas été mis dans l'urne, rien n'est joué. Et que par conséquent, on a aussi des sondages où les réformes Macron sur le Code du travail sont largement rejetées par la grande majorité de la population. Alors il y a une dichotomie. C'est ça qui est un peu paradoxal, mais c'est compréhensible. Hein. Bon, autrement dit, les gens disent, il a été élu président de la République, en gros, il faut lui donner sa chance, il ne faut pas tout bloquer. Bon. Mais en même temps, ils savent quelque part, et aussi les médias se sont arrangés pour édulcorer la présentation de la loi du travail. On a assisté d'ailleurs cette semaine à quelque chose de remarquable. C'est que le document de travail de la majorité a été publié par Libération et par le Parisien. Et il a été repris largement par l'Humanité, que j'ai là sous les yeux, et qui dit très clairement qu'on veut substituer, notamment dans le domaine des salaires, du contrat de travail, l'accord d'entreprise à l'accord de branche et même à la loi, au Code du travail. Ce qui veut dire, très concrètement, en Martinique, où la majorité, nous avons 29 000 entreprises, dont la majorité sont des TPE, où il n'y a, la plupart du temps, pas de délégués du personnel, pas de représentants des syndicats. Eh bien, ça veut dire tout simplement que le patron pourra dicter la durée du travail, pourra dicter le salaire, pourra dicter le contrat
C'est ça que ça veut La dire. durée du travail? Voilà. Non, Oui. pas tout à fait. Pas tout Ah à fait. bon, parce que quand même- Michel a tendance toujours. Non, la durée légale du travail ne va pas Va bouger. pas bouger, c'est Par la contre, durée légale reste la même. par contre, Mais- si dans l'entreprise, il y a un document sur lequel il y a le nom des salariés, le nom du chef d'entreprise, et que on se met d'accord sur ce document avec une durée du travail plus importante que celle prévue par la loi, mais avec une contrepartie, il faut une contrepartie. D'accord. Alors, elle n'est pas forcément financière, hein. Elle n'est pas forcément financière, mais elle peut être financière. Le patron peut très bien décider, bon, les bien, mecs, la loi c'est 35. on verra. On verra. Mais là où Macron est malin, et c'est pour ça qu'il va probablement obtenir une majorité, c'est que lui, contrairement... Parce que les gens disent, bon, ok, si on va voter Macron, bah qui nous va voter? Bah la droite, évidemment, le curseur de la droite est largement au-dessus de celui de Macron, hein, parce que c'est pas 150 000 fonctionnaires, c'était 500 000 fonctionnaires. C'était une augmentation d'un certain nombre d'impôts, etc. La TVA, bon, ils ont édulcoré Macron, c'est l'augmentation de la CSG. ils ont 20 milliards. oui, le problème c'est que la CSG ne touche pas tout le monde, tandis que la TVA, ça touche tout le monde. Donc, ils ont enlevé la partie dure de Fillon, et c'est aussi pour ça que Fillon a perdu, hein. C'est pas seulement à cause des affaires, hein. Parce que son programme, rappelez-vous, dès qu'il a été élu à la primaire, on lui est tombé dessus, notamment sur son programme concernant la sécurité sociale. Tout à fait. Vous vous rappelez de ça? Il a enlevé la sécurité sociale, mais il restait plein de choses qui n'étaient pas bonnes. Je vote pas pour Macron, je vote pour la droite. Donc, moi prie, puisqu'ils ont rempli raide. Et puis, ou alors je vote pour les socialistes. Et les Français disent, mais nous finis, mettez les socialistes là pendant 5 ans et pas faire, nous. Donc, qui moun nous a voté? Nous a voté pas Mélenchon? Il est regardé le programme Mélenchon, regardé, oula, non, monsieur Kamen nous trop loin. Comme le Parti communiste, lui, n'a pas voix au chapitre à cause de Mélenchon, c'est très clair. Son programme n'est pas lisible, en tout cas audible. C'est le seul programme, à peu près, on va dire, de gauche traditionnelle pour lesquels les électeurs pourraient voter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le mec dit, bon, comme nous pas jamais essayé Macron, mais là, c'est là que Macron devient un tout petit peu plus intelligent que les autres. Il a dit quoi? Les mecs, je supprime les cotisations salariales. C'est le premier président de la République. Hollande a essayé, il a échoué. Premier président de la République qui dit, messieurs, j'augmente votre salaire. Au 1er janvier, j'augmente votre salaire. Ça, c'est une arnaque. Oui. Tout le monde sait. Non, La suppression des cotisations. Non, c'est pas une arnaque. Non, c'est pas une arnaque. C'est pas une arnaque. Très concrètement, les gens vont voir leur salaire augmenter sans que le patron ait dit quoi que ce soit. Ok? Tu imagines bien. Les gens vont voir diminuer les remboursements de la sécurité sociale. Ils vont augmenter leur cotisation à la mutuelle parce qu'en compensation, c'est ce qui va se passer. Oui, mais ils vont voir augmenter la CSG. Oui, mais la compensation. Donc c'est ça l'arnaque. Non, mais Non, mais attends, Michel, laisse la compensation, expliquer. c'est pas une compensation 100%, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on va pas vous augmenter de 400 € et vous prendre 400 €. Ce n'est pas ça. Les salariés, il faut bien le savoir, les salariés ne sont pas majoritaires en France dans la population. Les salariés, c'est une partie de la population. Ils sont majoritaires comme dans la population active. Oui, non, dans la population active, mais la CSG ne touche pas que les salariés, c'est ça. Ce que Michel devrait dire, Michel devrait être très content de l'augmentation de la CSG pour certaines catégories de la population française. Oui, Or, Macron lui dit... Non, mais les revenus financiers, ils n'y touchent pas. Non, je ne parle pas des revenus financiers. Je parle des Si on veut équilibrer la sécurité sociale, il faut prendre sur la finance. Et attention, n'oublie pas que Macron vient de faire un revirement total sur la taxation des plus-values. Par exemple, il comprend que là, il faut aller chercher. Parce que quand tu as une majorité absolue, qu'est-ce qui peut faire quelque chose contre toi? Les banquiers, mais tu es toi-même banquier et tu es le pote des banquiers. Donc, tu vas négocier. Donc, en fait, lui, comment il a réussi à faire ça, ce tour de passe-passe? C'est que, contrairement aux autres, il a oublié le sectarisme. C'est-à-dire que quand tu es un candidat de droite, tu fais un truc de droite. Quand tu es un candidat de gauche, tu fais un truc de gauche. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Macron, qu'est-ce qu'il va faire? Et effectivement, souvent, c'est un tour de passe-passe. Mais l'électeur, il est face à quoi? Entre rien et un tour de passe-passe. Il va choisir le tour de passe-passe. Oui, quand on lui dit, frère, tu gagnes 1800 € net par mois, tu vas monter 130 € de plus. Tu vas monter à 1930 € par mois. Va voter bon? Attention, attention. Une arnaque. Non mais attention, ton patron ne va pas décider. Je t'augmente, moi président de la République, je t'augmente et j'augmente tous les salariés. Et attends,
toi-même tu gagnes 1800, je t'enlève la taxe d'habitation. Ok? Je t'enlève la taxe d'habitation. Et attends. Et ta commune est obligée de supprimer des services publics parce qu'elle n'a pas de taxe d'habitation. Allons parler élection. Si tu veux, je te rajoute un autre petit truc. Écoute bien, je te rajoute un autre petit truc. Si tu démissionnes, parce que tu en as ras le cul de ton chef d'entreprise, tu touches le chômage tu pars. à 100%. Ouais. Ok? Mais les autres chômeurs touchent moins son indemnité et on diminue sur la durée de l'indemnisation pour compenser ça aussi. Le problème, mais c'est ça l'arnaque. Le problème est le suivant. On fait de l'élection ou pas? C'est ça. Les gens, parce que tu sais bien, on fait de la politique politicienne du 19e siècle. Ce qui est présenté comme étant nouveau, c'est des bouts de ficelle qui sont présentés comme étant des choses nouvelles et qui en fait, que nous ramènent à la bonne vieille exploitation capitaliste du 19e siècle. Non, mais Mehdi est en train de t'expliquer pourquoi on va voter Macron. Il t'a pas dit que c'est... Oui, mais moi, je suis là pour expliquer aux Martiniquais et aux électeurs que c'est un tour de passe-passe et qu'on est en train de les tromper. C'est un tour de Welto. De temps en temps, ils aiment bien être trompés. Quand on les a pendant 5 ans, quand on les a pendant 5 ans, non seulement trompés, couillonnés et appauvris. Le type, il est couillonné, trompé, c'est pas la même chose, hein. Appauvri, désespéré. Le French bashing, la crise, etc. Bouga bouffi, et puis ça, frère. Depuis 8 ans, depuis Sarkozy, 10 ans, Sarkozy plus Hollande, le mec en a marre. Et très clairement, quand tu reviens avec le même message en lui disant, écoutez, il va falloir de la rigueur, machin, regarde, il dit, bon, se serrer la ceinture. Comme dirait Raoul Charon, c'est l'huile de gombo. Oui, Je ne vois que mes confrères s'excitent sur tout ce qui touche à la réforme du travail, du code du travail, et à la vie des salariés. J'ai entendu aujourd'hui quelque chose qui me semble, j'allais presque dire, beaucoup plus grave. Vous êtes au courant que Monsieur le Président Macron a constitué une task force. Tout à fait. À l'Élysée. Expliquons aux téléspectateurs. Alors, une task force, c'est une sorte de cellule d'une 60aine de personnes, semble-t-il, qui va regrouper les services de renseignement, notamment pour la lutte antiterroriste. Bien. Il faut savoir, mais... À ton avis, c'est justifié ou pas? Attends, sans entrer dans les détails, il faut savoir que les différents services de renseignement, sans être dans le cas des États-Unis, mais quand même, travaillent chacun de son côté et peinent, pour ne pas dire rechignent, à mettre en commun leurs informations. Enfin, chacun de son côté, souvent l'un contre l'autre. Et souvent l'un contre l'autre. Mais pour les gendarmes, oui, on est habitué aussi. Plus que ça. Nous sommes censés être toujours en état d'urgence. Tout à fait. Ça commence à faire long. Je rappelle que l'état d'urgence est un état d'exception. Oui. C'est pour ça qu'il est limité. Oui, mais est-ce que les événements n'expliquent pas ça, Daniel? Attends, c'est pas ce que je veux dire. J'arrive. Il est question de remplacer, d'abolir, si l'on peut dire, de mettre fin, voilà, de mettre terme à l'état d'urgence. Et le rendre permanent. Et de le rendre permanent, voilà, sans l'appeler état d'urgence, par un certain nombre de dispositifs attentatoires aux libertés individuelles et collectives. Et justement, on revient aux élections. Quand le président actuel aura sa majorité à l'Assemblée nationale, rien ni personne ne pourra l'empêcher de mettre ça en œuvre. Donc, nous voulions éviter, soi-disant, le Front National parce que nous pensions qu'il était très attentatoire aux libertés. Nous risquons d'avoir un personnage très démocrate d'apparence qui sera lui-même attentatoire aux libertés. Oui, je peux pas laisser dire ça. C'est ça. Non. Ce que Daniel a dit avant, je partage. Ce qu'il vient de dire... Tu ne partages pas. Non, on ne peut pas laisser dire ça. Quand tu fais un comparatif entre la philosophie du Front National et celle de Macron, tu vas un tout petit peu trop loin. J'avoue que j'ai durci le trait. Non, tu as durci le trait pour faire bien passer l'idée. Et moi, je pense que sur ces points-là, il faut être mesuré, il faut être surtout objectif. Quelle est la particularité de la situation que nous vivons? Elle est
extrêmement grave. Aujourd'hui, n'importe qui peut prendre le couteau et vous trancher le ventre dans la rue pour des idées, pour une idéologie. On est d'accord? Bon. Nous n'étions pas habitués à ça au cours des, on va dire, des 40 dernières années. D'accord? Bon. Par rapport à ça, ce qu'un président de la République va évaluer, c'est combien de temps ça va durer. Tous les observateurs disent très clairement, on est parti pour une confrontation entre les sociétés occidentales et les sociétés à forte imprégnation islamiste pendant 50 ans. Ok? C'est 50 ans, c'est pas... C'est-à-dire, ils sont confrontés aux monstres qu'ils ont créés. Oui, mais on est d'accord, mais c'est 50 ans. C'est une observation juste. Mais c'est 50 ans, ok? Donc, il est clair qu'on ne va pas s'amuser pendant 50 ans à permettre quoi? Parce que c'est ça, le contenu de l'état d'urgence. C'est permettre quoi? C'est permettre que dans un certain nombre de cas bien précis, et je vous rappelle que le Conseil constitutionnel veille de manière très rigoureuse à l'application stricte de l'état d'urgence. Il y a un certain nombre de gens qui étaient soumis à résidence pendant plus d'1 an. Le Conseil constitutionnel a dit, messieurs, vous libérez ces gens-là. Et l'État français a dû libérer ces gens-là. Ok? Donc, même dans une situation extrême, il y a des gens qui surveillent ça. Et la France est un pays, quoi qu'on dise, ok? Un peu comme le Royaume-Uni, quoi qu'on dise, profondément et de manière séculaire, attaché, je ne dis pas qu'il l'applique en permanence, mais attaché à la notion des droits de l'homme. Pourquoi je dis ça? Parce que, non mais attends, pourquoi je dis ça? Sortons de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie, de l'Espagne. N'allons pas plus loin, n'allons pas plus loin. Et puis allons dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici autour de la table qui peut me donner un exemple? Bon, j'ai oublié les pays du Nord, hein, Suède, Norvège. Les États-Unis? Non. Qui est-ce qui peut me donner un exemple où les éléments constitutifs de ce que nous on appelle le respect des droits de l'homme sont globalement respectés? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ok? Je ne vais pas citer de pays pour éviter de froisser qui que ce soit, puisque nous avons des compatriotes qui sont partout dans le monde. Donc, voilà la réalité. Donc, revenons à nous et soyons un tout petit peu objectifs. L'idée est la suivante. Confronté à une menace qui est devenue non pas exceptionnelle, qui est systémique. C'est dedans et c'est pour longtemps. OK? Eh bien, il va falloir prendre un certain nombre de décisions. Dans le respect des libertés fondamentales. Or, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce qu'il y a dans l'état d'exception, ok? Mais allons se pencher dedans. Nous, on est rentrés, on a regardé. Il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Tu sais ce qu'il y a d'exceptionnel? C'est 2 choses qui, là, si elles sont touchées, coincent. L'autorisation de manifester. Oui. L'autorisation de manifester, ok? Ni des pays... Depuis ou à 2, on va manifester. Ouais. Hein? On va manifester, ok? L'autorisation de manifester. Donc, elle n'est plus, automatique, elle est discutée. Soumise. Elle est discutée, ok. Bon. On s'en est servi d'ailleurs pour empêcher, pour défendre un coup contre les travailleurs, qui est la loi El Khomri. Autrement dit, on peut détourner l'état d'urgence pour faire passer des lois antisociales. Mais tu peux contester. C'est ce que je voulais dire. Non, mais dans un pays de droit, ça tu peux le contester. C'est-à-dire que 48 heures avant, tu peux le contester. Les camarades de la CGT qui ont été matraqués par les flics, eh ben, ils ont d'abord pris leur coup de boutou. Et puis ils protestent après. Oui, mais bon. Ils protestent toujours. De tout cas, bon coup de boutou. Et puis le deuxième truc, c'est le fait que quand tu es chez toi, alors très concret, à n'importe quelle heure. Quand tu es chez toi à 4 heures du matin, s'il n'y a pas l'état d'exception, tu peux être tranquille entre minuit et 6 heures du matin. Tu peux foutre toutes les vagabondages que tu veux. Par contre là, et à partir de 6 heures du matin, tu es moins tranquille. On dit généralement à l'heure du laitier, je crois. Voilà. Tandis que là, maintenant, 4 heures du matin, 2 heures du matin, 8 heures du matin. Une dénonciation calomnieuse. Tu rentres Bocaillou, et puis... Voilà. Bon, sérieusement, messieurs. Sérieusement. En dehors des gens qui sont potentiellement dangereux, est-ce que sérieusement, les syndicats,
Je prends les gens qui défendent la liberté au jour le jour. Est-ce que les syndicats? Est-ce que les partis politiques? Est-ce que les mouvements religieux? Ok? Est-ce que les, on va dire, mouvements philosophiques ont été inquiétés, ont été bouleversés, ont été... Par l'état d'urgence. Par l'état d'urgence. Non, Ouais. non, arrêtez. Pas encore. Pas encore. Oh, ouais, attends. Pas encore parce on avait réussi au Parlement à imposer le contrôle d'un juge. Et dans le projet Macron, Voilà. ce ne sera pas un juge, ce sera le procureur de la République. Exact. Par conséquent, c'est ça la ligne rouge qui est franchie. Alors, on ne peut pas parler. Risque de dérive. On ne peut pas parler 2 secondes avant qu'il dise s'en aille, puisqu'il y a encore un débat chez nos confrères. On ne peut pas parler de sondage pour la Martinique, mais est-ce qu'on a le droit de dire 2 mots sur la France? Non plus. Non plus. Bon, tant pis. Non plus. Non plus. D'accord. Non plus. Non, Mais non, bon, parce qu'il y a quelque chose. on l'a plus ou moins fait là dans l'émission. Oui, On l'a parce plus qu'il y ou a quand même quelque chose d'intéressant qui va se passer du côté de Marseille. Et c'est dommage qu'on puisse pas en parler pour. Oui, mais si tu veux avoir des ennuis avec le CSA, tu peux, parce que mon ami Michel, il a plein de choses à dire sur Marseille. Je vous salue. À bientôt. Merci beaucoup. À Merci bientôt, beaucoup, Eddy. Eddy. Avancer effectivement les choses. Oui. Alors, moi, ce que je choses voulais vous sont demander pas aussi, messieurs, alors, est-ce que le fait qu'on ait que 4 députés martiniquais peuvent véritablement changer quelque chose à l'Assemblée? Que Macron ait la majorité absolue ou pas? Je veux dire, est-ce que nos 4 députés martiniquais, leurs voix sont véritablement entendues dans le Parlement français? Vieux débat. Non, mais c'est vrai, oui, on se j'allais pose dire, la question. C'est quoi. un débat qu'on a depuis 1946. Vous ne pouvez même pas remonter plus haut, n'est-ce pas? Nous sommes, enfin, il faut quand même rester à notre place. Je sais que nous sommes atteints, nous Martiniquais, nous Guadeloupéens, nous Guyanais notamment, de nombrilisme aigu. C'est-à-dire que nous pensons que nous sommes le centre du monde. D'accord, c'est bien. Mais nous sommes un tout petit noyau de la République française. Il y a des départements en France où il se pose la même question. Est-ce que mon député ou mes 2 députés ou mes 3 députés sont à même de faire avancer les affaires de leur circonscription? C'est le même problème. Tout dépend de la stature que tu te donnes. Je ne veux parler de personne, puisqu'on évite les noms. Non, mais Hein? Nos députés ne sont pas les derniers à se faire entendre à l'Assemblée nationale. Mais bon, ceux qui sont quand même en France, j'ai envie de dire, je ne sais pas, de par notre éloignement, est-ce que ce qu'on a à défendre, est-ce qu'on défend la même chose? Est-ce que ceux qui sont en France métropolitaine là, est-ce qu'ils vivent les mêmes choses que nous? non. 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 Alors, je complète ce qu'a dit Daniel. C'est un débat d'ailleurs, c'est un des débats qui a donné lieu à la revendication d'autonomie. Hein. L'idée que les décisions essentielles sont prises par d'autres que nous et pas en fonction de nos propres priorités, c'est ce qui a donné à un certain nombre de personnes à partir des années 1960 l'idée qu'il fallait recentrer un certain nombre de décisions. Alors, moi, je parle pour les autonomistes, je ne parle pas pour les indépendantistes, mais un certain nombre de décisions, hein, à la Martinique, ça a été l'essentiel de ce qu'on a appelé la Convention du Monde Rouge en 1971. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de Martiniquais qui, après la départementalisation, étaient déçus, se sont rendus compte que même quand on a voté, par exemple, les lois sociales, qu'il a fallu qu'il y ait des grèves et des morts pour appliquer effectivement la sécurité sociale, le droit du travail, la retraite des vieux travailleurs, etc., à la Martinique. Et que, par ailleurs, il a fallu, pour prendre en compte la vie chère, il a fallu une grève très longue des fonctionnaires pour qu'on admette qu'il y avait un coût de la vie plus élevé en Martinique. Alors, à aujourd'hui, avec toutes ces péripéties-là, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les lois votées à l'Assemblée nationale sont automatiquement appliquées dans les dom-toms? Mais c'est encore un autre problème. Oui et non. Ouais, voilà. Alors, les lois sont effectivement automatiquement appliquées. Mais Doivent-elles être automatiquement? Alors, voilà. Ben, voilà, je te laisse la parole. Non, vas-y. Non, parce que la question, les autonomistes se posent la question, après 70 ans de fonctionnement du système et le fait que... Il ne faut pas oublier que les événements de 2009 que nous avons vécus, de mon point de vue,
c'est la preuve que le système que nous avons mis en place en 1946 est arrivé à bout de souffle. Et qu'il faut en changer. C'est ça. C'est pas simplement, c'est pas quelques syndicalistes un peu excités qui ont utilisé la colère populaire. Février 2009 se produit en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, en Polynésie. Et on s'aperçoit que ce que moi j'appelle le système néocolonial, c'est-à-dire que bien qu'on soit département, nous avons une dépendance économique, politique, sociale absolue à l'égard de ce qu'on appelle entre guillemets la métropole. Et qu'il faut changer de système. Et que les lois qu'on a, pour revenir à ta question, les lois qu'on applique ici, quelquefois elles aboutissent à l'inverse de l'objectif. C'est-à-dire qu'elles aboutissent à imposer des normes, des manières de faire qui sont contraires à nos réalités. Et que par conséquent, il faudrait avoir la capacité soit de les changer, soit de les modifier, soit de les adapter. Encore faudrait-il qu'on soit écouté. Autrement dit, la vraie égalité n'est pas l'uniformité. Voilà. L'égalité, c'est justement que quand une loi sort en France, de voir si elle est adaptable telle qu'elle dans l'outre-mer, pour aller vite, hein, dans les outre-mer, comme on dit maintenant. Ou bien, s'il n'y a pas, sans aller jusqu'aux dérogations, parce que ça fait toujours peur, les dérogations, s'il n'y a pas des adaptations, et c'est prévu dans les lois, hein, il y a une adaptation pour les outre-mer. Mais c'est prévu de manière... C'est là qu'on voit que l'État français est jacobin. Il n'arrive pas à déléguer les pouvoirs qu'il détient à la périphérie. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Quand vous dites ça, j'entends. Mais ces dérogations, ces adaptations, encore faudrait-il que nous ayons ici des gens qui puissent les faire remonter là-haut, ou encore faudrait-il que ceux qui prennent ces décisions-là en France puissent se dire, bon voilà, les Outre-mer ont certaines particularités, automatiquement, nous devons appliquer ces particularités. Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est ma question, en fait, c'est ce qui m'embête un peu. Est-ce que véritablement nos députés, je ne mets pas encore du tout leur patriotisme, c'est pas ça, mais est-ce que 4 députés, bon, encore, il y en a combien en Guadeloupe? 4 aussi peut-être? Oui. Donc est-ce qu'une dizaine de députés représentant Martinique, Guadeloupe, Guyane peuvent faire pencher la balance et puis est-ce qu'on va nous écouter? Oui, parce que serait-il 30 ou 40 que le problème resterait le même? Disons qu'à 40, on est plus entendu qu'à 10, à condition d'aller tous dans le même sens. Oui, ça c'est encore un autre problème. Ça c'est encore un autre problème. Notre vision, ouais. D'accord. Alors moi, je vais donner une réponse qui m'est personnelle. C'est que, d'abord, un député, pour pouvoir prendre la parole, pour pouvoir s'exprimer, il faut qu'il appartienne à un groupe. Exact. Et il faut qu'il appartienne à un groupe dans lequel... Aujourd'hui, un groupe, c'est combien? 10? C'est 15. 15. Encore faut-il que dans ce groupe, on accepte de prendre en compte les spécificités d'outre-mer. Bon. D'où l'idée peut-être de faire un je groupe. donne un exemple. Ce serait bien de faire un groupe. Je donne un exemple. Je ne fais pas de propagande. Les députés Marie-Jeanne et Nilor ont fait partie du groupe GDR, où se trouvent les communistes. Ils ont eu entière liberté pour présenter des amendements, des propositions de loi, et ils ont été généralement soutenus, notamment en matière récemment pour les retraites. On a amélioré la situation des retraites en mois de février, récemment. Ils ont été entièrement soutenus par le groupe communiste. OK? Autrement dit, il faut savoir aussi dans quel... C'est là la politique qu'on veut nous faire ressortir. On nous dit qu'il n'y a pas de ni droite ni gauche. Hein? On la fait sortir par la porte, mais elle revient par la fenêtre. La question est de savoir dans quel groupe le député en question va s'inscrire. Est-ce que le groupe en question est perméable aux spécificités d'outre-mer? Ça, c'est une première question. C'est un autre problème. Bon. Et deuxième question que tu as posée, c'est la question de l'adaptation. Je disais tout à l'heure que la République française est jacobine. Et là, il y a une réforme en 2003. Et Chirac a compris qu'il fallait réformer les articles qui concernaient l'outre-mer. Les articles 72, 73, 74, 75 de la Constitution. Le titre 15 de la Constitution. Il a revu ça. Et il a introduit dans le statut
qui est le nôtre, le statut départemental, la possibilité de l'adaptation, de l'expérimentation. Mais ça a été assorti d'une mécanique telle que pour qu'une adaptation soit adoptée, il faut d'abord qu'elle soit acceptée par le gouvernement. Puis que le gouvernement consulte le Parlement. Et que le Parlement soit d'accord. Alors, on a pu obtenir certaines habilitations législatives. Voilà, j'allais y venir. Dans certains cas. Par exemple, en matière de transport. Bon. Il a fallu 20 ans, 25 ans. La première loi de transport, je l'ai déjà dit ici, date de Charles Fitterman en 1962. La LOTI. Fitterman, Non, pas 62. 82. 82, excusez-moi. Avant, parce que Fitterman, 1982. 82. Sommité. Bon, Ouais. il a fallu, c'est en 2014 qu'on a pu obtenir l'habilitation transport qui unifie les autorités de transport en Martinique, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une autorité de transport par commune, une autorité de conseil général, une autorité de transport conseil régional, etc. etc. Maintenant, il y a et il y en avait autorité. même pour les communautés de communes. Maintenant, il y a l'autorité. Ce qui explique, d'ailleurs, c'est un des facteurs qui explique transport. le capharnaüm qu'il y a eu pour le TCSP. Hein. Il y a une multiplicité de décideurs qu'il fallait réunir pour pouvoir prendre des décisions. Bon. Et cette autorité unique des transports, concrètement, après tout le parcours législatif, elle va être mise en place le 1er juillet 2017. Alors, messieurs, ça aussi. C'est-à-dire que ce n'est même pas encore fait. Non, messieurs, ça aussi, ça me fait penser. Quand ils prennent des lois pour l'autorité de transport en France, en France, bon, ils ont des trains, ils ont un certain nombre de choses que nous n'avons pas. Et ils n'ont pas, j'ai envie de dire, un transport maritime comme nous pourrions le mettre en place. C'est ce qu'on essaie de faire. Pour développer notre pays. Donc c'est vrai que il faut que, bon, quels que soient les députés qui vont être là élus, les gars, c'est une fois élus, pensez tous au bien de la Martinique, travailler ensemble. Tout à fait. Pour pouvoir faire avancer le schmilblick. Alors, comme disait Michel, nos députés, généralement, sont membres d'un groupe ou apparentés à ce groupe. Il a parlé Du groupe GDR. du groupe GDR. Le groupe socialiste aussi a toujours, comment dirais-je, admis, je ne trouve pas d'autre mot, que nos députés qui le souhaitent soient apparentés au groupe socialiste, et ce qui permet d'avoir un temps de parole. Déjà, c'est déjà pas mal. Un soutien logistique. Un soutien logistique, j'allais y venir. C'est-à-dire des secrétaires Voilà, qui travaillent voilà. avec vous. Donc, la possibilité de présenter des amendements, des projets, des propositions de loi, etc., etc., etc. Bon. Quant à avoir un seul groupe de l'outre-mer, ça veut dire, là, je rejoins ce que disait Michel, qu'on fait fi de toute idéologie. Ben oui. Mais attends. Ça s'est produit. Nous avons Ça les s'est mêmes produit. problèmes. Nous Ça avons s'est les mêmes produit. problèmes qu'on Mais non. soit de Mayotte, on va qui Non, côté. c'est pas ça le problème. Le problème, c'est, j'ai bien dit, L'idéologie. j'ai compris. l'idéologie. Tu mets des républicains avec des communistes, des socialistes avec des je ne sais quoi, ce n'est pas forcé que ça marche. Mais attends. Parce que chacun réagit selon sa famille Mais regarde ce qui politique. se passe aujourd'hui, on voit bien des gens de droite avec des indépendantistes à la CTM. alors, À un moment, on fait bien un partenariat de gestion pour essayer de faire avancer les choses dans le bon sens, d'après moi. C'est un pari que ces messieurs dames ont fait, qu'ils essaient de continuer de mener à bien. D'accord? C'est un pari. Ça reste un pari. Oui, bien sûr. Bon. Mais ce que Macron fait là aussi, il est en train de bouleverser les choses. hein. Voilà. Donc peut-être que ça viendra comme ça. Alors, je vais ajouter à ce qu'a dit Daniel. Il y a ce qu'on appelle les délégations outre-mer. Les deux groupes parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale créent ce qu'on appelle une délégation. Une délégation. C'est une possibilité qui est prévue par le règlement des assemblées. Une délégation, c'est-à-dire que c'est une structure, avec des moyens d'ailleurs, secrétariat, etc., qui permet de discuter des problèmes communs des pays outre-mer. Et sur un certain nombre de points, il y a eu quand même des actions communes. Hein. Je prends un exemple. Par exemple, ça ne concerne pas directement la Martinique, ça concerne la Martinique indirectement. La suppression des quotas sucriers. Oui. La suppression des quotas sucriers par l'Europe. Impact très
défavorablement au moins 2 pays, la Réunion et la Guadeloupe. Indirectement la Martinique, quand même. Parce que, en gros, ça va provoquer des importations de sucre des pays extérieurs. Ça va concurrencer les sucres de ces pays-là. Et ça va aussi concurrencer le sucre du galion. On a obtenu une compensation financière de l'autorisation de l'Europe. Parce que c'est une aide d'État qui est en principe, alors c'est vrai, la Martinique et les pays d'outre-mer sont vraiment dans un système absurde. La libre circulation. Pour que l'État puisse accorder à ces pays-là une aide pour compenser la suppression des quotas sucriers, c'est-à-dire le fait qu'on avait une quantité de sucre vendue à un prix garanti. C'est ça que ça veut dire. Hein? Bon. Ça date depuis la fin du XIXe siècle. C'est un droit qu'avaient conquis nos anciens députés. On a parlé ici de Lemery, de tous les anciens députés, qui avaient été conquis. Victor Sévère, Sablé, la Grosilière, etc. Ils doivent se retourner dans leur tombe. Hein? Donc, ce droit a été purement et simplement supprimé par l'Europe. Bon. Alors, les députés de ces pays-là, Réunion, Guadeloupe, se sont tournés vers l'État français. Et l'État français est obligé de demander à l'Europe l'autorisation. Voilà, parce que ça contrevient à la libre circulation des biens et des personnes. Alors, tout ce que nous disons là, ce sont des choses que devraient connaître les candidats qui se présentent aux élections. Mais c'est l'occasion pour nous. Les législatives. Non, mais j'ai lu leur profession de foi, à part 2 ou 3... mais c'est l'occasion pour eux et pour nous. Soyons charitables. De faire un peu de pédagogie. Voilà, de faire un peu de pédagogie. Soyons charitables. Mais ce sont des questions... C'est pas simplement la Martinique citoyenne. Hein. Non, mais bon, il faut se pencher sur les problèmes. Non, mais Michel, il faut les étudier. C'est l'occasion pour nous de leur faire savoir ça aussi. Non, mais il y a des moments aussi, à un moment donné, excuse-moi, comme on dit en créole, de l'eau dépassée farine. Hein. Ouais. Parce que pour pouvoir défendre son peuple, il faut connaître les problèmes, il faut les étudier. Ouais. Sans toute prétention mise à part. Bien. OK? Et sur cette question, par exemple, je prends l'exemple des quotas sucriers, il faut les étudier. Bon, et il a fallu que le président de la sucrerie du Galion m'explique. Je lui dis, mais le Galion n'est pas concerné par ça. Il m'a dit, non. Détrompez-vous. Il m'a dit, détrompe-toi, camarade. On est concerné parce que le sucre va arriver, va concurrencer. Et comme nous avons un sucre qui est déjà vendu, nous avons un coût de production qui est au-dessus que nous venons déjà à perdre, nous allons disparaître. Donc, le fameux décret qui a été pris pour compenser, pour aider, après l'autorisation européenne, la Guadeloupe et la Réunion, on aurait dû mettre un paragraphe sur la Martinique. Tu vois? Bon, alors, la question que je posais... un exemple parmi d'autres. Non, mais c'est important. La question que je posais tout à l'heure en disant que les députés devraient se battre, je parle de l'Assemblée nationale française, mais la même question se pose aussi pour les députés ultramarins qui sont européens, députés européens. Ce genre de choses-là, puisque là ça, tu as bien dit que c'est une loi européenne, ça. Absolument. Non, mais de toute façon, qu'il s'agisse de députés à l'Assemblée française ou de députés à l'Assemblée européenne, se faire élire député, ce n'est pas un aboutissement, c'est un point de départ. Bien sûr. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à se battre. Il faut se battre. Mais c'est pas non plus, c'est pas le bâton de maréchal de certains. Mais pour certains, c'est ça. maréchal. Mais justement, c'est ça le problème. D'une part, il faut se battre et le député doit être entouré de la population, pour ne pas dire du peuple, n'est-ce pas? Pour faire avancer ce genre de dossier, il doit être entouré de spécialistes, mais aussi des gens qui sont sur le terrain. Mais entouré de la population, je ne sais pas, mais entouré de spécialistes, d'accord. Parce que la grande majorité de la population ne connaissent peut-être pas ce dont tu viens de parler là. Non, mais ils le vivent. Oui, c'est clair qu'ils le vivent. Les deux, parce que il ne faut pas croire que ce n'est pas un manque de connaissances et pas... bien souvent, c'est par manque de connaissances que les députés français, les gouvernants français ne tiennent pas compte des spécificités de l'outre-mer. Mais il y a aussi, c'est un vieux problème. C'est parce que
d'une part, dans la culture française, je l'ai dit, jacobine, hein, sous prétexte d'égalité, on veut appliquer à tout le monde la même chose. L'uniformité. Et ce qui est une forme de colonialisme en réalité. Vous n'existez que si vous ressemblez à moi, en tout point. Et donc, je vais citer Césaire. Il disait liberté, égalité, fraternité, identité. 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 Ce qui veut dire que, moi j'ajouterais responsabilité. Parce qu'il faut domicilier, il faut continuer le combat pour domicilier. On a fait quelques pas, mais insuffisant à mon avis. Il faut se battre pour domicilier le maximum de capacité de décision locale. Et on peut dire quand même que les gouvernements Hollande, puisqu'il y a eu... Oui, bien sûr. Il y a eu Hérault. Il y a eu Hérault, il y a eu Valls. Bon. Valls 1, Valls 2. Il y a eu Valls 1, Valls 2, et il y a eu Cazeneuve. Bon. Ouais. Ont quand même apporté quelque chose. C'est que le ministère d'Outre-mer, que certains, qui sont d'ailleurs candidats, voulaient supprimer, est passé du statut, si je puis dire, de secrétariat d'État au statut de ministère de plein exercice. Ouais. Et d'ailleurs, on craignait qu'Emmanuel Macron le fasse rétrograder. Tout à fait. Et ça aide aussi nos députés et nos sénateurs. Parce que c'est un ministère aussi important, on va dire, que le ministère de l'Éducation, le ministère du Budget, le ministère des Sports ou d'autres choses. Autrement dit, le niveau d'intervention de nos députés dépend aussi du niveau d'affichage du gouvernement. Donc c'est un jeu perpétuel, Assemblée, gouvernement, d'ailleurs je devrais les mettre côte à côte au lieu de les mettre au-dessus, Assemblée et gouvernement, et c'est pourquoi j'ai dit que l'élection est un point de départ pour que les députés et les sénateurs se battent et combattent. Tout à fait. Mais en tout cas, ce que tu dis, et c'est le bon sens, c'est qu'il y a, à mon avis, d'un point de vue, la situation martiniquaise, et de ce point de vue, la situation guadeloupéenne, réunionnaise et guyanaise ne sont pas fondamentalement différentes, même s'il y a des particularités. Nous avons une situation d'une gravité sur le plan économique et social telle que il y a toute une série de revendications qui doivent être portées ensemble. Oui, c'est sûr. Bon, moi, j'ai cité tout à l'heure un certain nombre de défis démographiques, le défi social, le défi économique, la nécessité de changer de modèle de développement économique. Nous sommes en train d'y travailler à la CTM. On a sorti le schéma de développement économique. Mais une fois qu'on a sorti le schéma de développement économique, il faut le financer. La loi égalité réelle a été votée, mais sans financement. Si bien que les députés qui ont voté cette loi égalité réelle, comme elle était creuse, elle avait 14 articles. Ils en ont ajouté 100. Le complément familial, les retraites, etc. Parce que, et c'est tous les députés d'outre-mer d'ailleurs, hein, qui se sont rendus compte que cette loi était une coquille vide. On a adopté ça à la fin. Alors que Hollande avait promis une loi programme pour l'outre-mer pour précisément s'attaquer au problème du développement en début de quinquennat, il ne l'a adopté qu'en février 2017. Bon, par conséquent, il faut se battre sur cette question-là. Alors, on parle de plan de convergence, Macron parle d'assises pour l'outre-mer. Bon, tout ça, il faut mettre ça en place. Bon, en tout cas, le fait est, c'est que la nécessité qu'il y a, c'est un plan de développement pour chacun de nos pays, sur la durée, et avec un engagement financier de l'État français. En ce qui nous concerne, le Parti communiste, nous disons, bon, là c'est pour 5 ans, nous disons que pour changer le mode de développement économique de la Martinique, c'est sur 15 ans. C'est sur 15 à 20 ans. 15 à 20 ans. Il faut passer un nouveau contrat avec la République française, comme celui qu'on a passé en 1946. On a passé un contrat en 1946, on a eu les acquis sociaux,
on a remonté le niveau d'éducation, etc. Maintenant, il nous faut faire un contrat pour changer le modèle économique, c'est-à-dire réduire la dépendance économique. Le fait que la Martinique vend, quand la Martinique achète pour 100 à l'extérieur, elle ne vend que pour 1,15. Quand la Martinique achète pour 100 euros, elle ne vend pour 15 euros. Et bon, tout le reste, y compris son alimentation. C'est ça la situation de dépendance économique absolue dans laquelle nous nous trouvons. Eh bien, il faut inverser progressivement cette situation parce que nous avons une immense richesse dans notre pays. Nous avons la mer, nous avons l'agriculture, nous avons la biodiversité, nous avons... La mer en surface et en sous-sol. Mais il nous faut les moyens financiers. Et nous avons une jeunesse, nous avons aussi des Martiniquais instruits qui peuvent nous aider à faire cela. Eh bien, sur ces questions-là, je pense que les députés martiniquais qui sont élus devront faire bloc. Oui. Ils devront faire bloc parce que si on ne fait pas ça, on a un deuxième février 2009. Ouais. Autre travail pour nos députés, puisque c'est de ça que nous parlons surtout. Quand on regarde, on a parlé de la loi sur l'égalité réelle, par exemple. Elle est votée, c'est bien. Ouais. Mais où sont les décrets d'application? Exactement. Il n'y a pas de décret d'application. Or, une loi n'entre en vigueur que quand il y a eu des décrets d'application. Sur les retraites, je prends un exemple qui m'est cher, c'est parce que c'est une revendication, je pense, le Parti communiste qui a été le premier à la formuler, c'est l'utilisation de la commande publique en matière de développement économique. Autrement dit, de donner la préférence aux entreprises locales en matière de marché public. Bon. Nous essayons de le faire, mais c'est très difficile en slalomant entre les lois françaises et les européennes. Mais à chaque fois qu'une collectivité fait ça, son responsable, notamment son président, se fait taper sur les doigts. D'ailleurs, Émile Cabra a été mis en examen pour favoritisme. Première fois. Bon. Donc, autrement dit, il suffit qu'une entreprise se plaigne. Bon. D'ailleurs, on a essayé de nous barrer pour la reconstruction du lycée Schellcher. On a eu 3 recours. Et ça a retardé d'ailleurs le processus, entre autres. Et nous avons gagné les recours. Fermons la parenthèse. Alors, moi je dis qu'il y a l'école de la deuxième chance, pour ceux qui éventuellement ont quitté l'école trop vite. Mais tu voudrais la mettre en œuvre pour les députés? Non, mais pas pour les députés. Non, mais pas pour les députés. Là, non, mais pas pour les députés, mais quand même pour ceux qui aspirent à être députés dans 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, ça sert presque à rien ce qu'on dit là. Entre guillemets, c'est pas là qu'on va les former. Mais ceux qui aspirent à être députés. Ça fait pression. Je pense que les citoyens. Je ne veux pas tomber dans ce qu'on peut appeler le populisme, c'est-à-dire que dénier aux gens le droit de se présenter aux élections. Mais les citoyens, ce que disait aussi tout à l'heure Eddy, les citoyens peuvent faire pression sur ceux qui se présentent à eux, qu'ils aient un minimum quand même de connaissances sur la fonction à laquelle ils aspirent. Obtenir l'aval de la population, et puis d'autre part qu'ils étudient quand même les questions économiques, sociales, et environnementales, écologiques, démographiques, qui sont la spécificité de la Martinique, et ne pas se contenter de prendre le programme de Macron et puis le recopier dans une profession de foi quand même. Mais parce que tout à l'heure là, Daniel disait tout à l'heure là que l'élection d'un député, c'est pas l'élection du maire ou de la CTM. La CTM non plus. C'est certains, je me demande s'ils font vraiment la différence. Mais parce que on se pose la question. Parce que d'après ce que tu dis sur les professions de foi, que je n'ai pas encore regardé, mais d'après son commentaire, tu seras catastrophé. Je me dis, mais quand même. Donc si on veut évoluer tout ça, enfin je ne sais pas, je ne suis pas là pour faire la leçon à quiconque, mais je me dis quand même, bon,
On veut avancer, on veut faire le pays avancer. Donc, non, soyons comme sérieux. c'est le citoyen qui va choisir. Hein. Voilà. Le juge final. Oui. C'est le citoyen. Le juge final, c'est le citoyen. Hein. Ouais. Bon, Ouais. alors. Encore faut-il que le citoyen soit lui aussi éclairé. Tout à fait. D'où l'importance de vos éclairages justement sur ce plateau pour expliquer tout ça à la population martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise, pour qu'ils comprennent l'importance aussi de bien choisir. Tout à Parce que fait. ça, c'est important, ça. Voilà. Là, Faut c'est pas se tromper. camarade pour nous voir, c'est pas pour Voilà. être à celui C'est pas parce que t'es un monde qui a pleuré. On envoie quelqu'un qui est censé défendre nos intérêts. Ou bien pas qu'à voir tel monde parce que t'es libre pas pleuré. Voilà, par Je me exemple. rappelle une dame, voyant, il me semble que c'était pour des présidentielles, je ne me rappelle plus, il y a déjà quelque temps. Il caouait boucle à la télé, il dit oui, cravate, c'est pas bon, hein. Ah non, bah, ne peut pas voter, bah, un boucle qui a en cravate comme ça. Mais, Non, mais ça va jusque-là. faut Non, bien mais se oui, faire mais- des mais- illusions, hein. mais mon ami Malo, nous-mêmes, il nous arrive de rencontrer des auditeurs qui nous disent mais qui manière vous venez puis chimiste à... Oui, mais c'est vrai. Mais Bon, oui, alors, oui. bon, c'est gentil, c'est très sympa. C'est très sympa. On me dit pourquoi nous ne sommes pas maquillés. Ben parce que déjà, en une petite télévision, on n'a pas les moyens d'avoir une maquilleuse pour nous maquiller. Oui. Mais bon, et puis, Et puis ici, nous sommes beaux naturellement. et puis c'est pas ça l'essentiel. Je crois que l'essentiel, c'est justement l'éclairage que vous portez au peuple. Je Non. crois plus que ça, c'est plus Ouais, alors- important que la chemise. Effectivement. Mais ça, c'est pas spécifique à la Martinique, hein. Ah non. Il y a la Guadeloupe, etc. Bon, on s'aperçoit que le pays qu'on nous présente comme la plus grande démocratie, les États-Unis, bon, on voit bien comment les médias arrivent à détourner le peuple des véritables problèmes. ouais, Hein. ouais. Donc on a réussi. Et regardez même en France, qu'est-ce qui s'est passé à l'élection présidentielle? Moi, il y a quelque chose qui m'est resté quand même à travers de la gorge. C'est que une bonne partie du débat présidentiel a porté sur l'affaire Fillon. Ouais. Oui. Ouais, On a- pas sur les programmes. Pendant plusieurs mois, on n'a pas pu comparer les programmes. Ouais. Et après ça, on nous a dit, bon, il y a un gars qui est jeune, qui a 39 ans. Ben, voilà. OK. Voilà. Bon, moi, je pense que le peuple français s'est fait entuber. Donc je me rappelle avoir dit ici même, et j'étais contredit par Eddy, j'ai dit Emmanuel Macron c'est une bulle médiatique. Ouais. Sous-entendu dans mon esprit, une bulle ça finit par... Explosé. Comme ça n'a dirait pas Chirac, explosé- par faire ça n'a- pchit. ça n'a pas- ça n'a pas explosé avant, mais ça va exploser après. Ouais, Voilà. ouais. Parce que Mais bon, l'histoire du Code du travail, j'y reviens, c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale. Alors, on essaie d'enfumer les gens en faisant semblant de recevoir les syndicats, en les baladant, etc. Les syndicats, certains syndicats ne veulent pas apparaître comme étant des opposants systématiques parce que on est dans ce qu'on appelle la période d'état de grâce et que c'est pas bon d'apparaître, d'être contre, systématiquement contre quelqu'un Je sais qui... pas, mais je suis contre. Bon. mais il n'empêche que changer la hiérarchie des normes et permettre au patron de dicter le contrat de travail dans un contexte de chômage de masse et de crise capitaliste considérable, parce que c'est ça la réalité. La France est dans une crise, nous sommes dans une crise capitaliste qui n'a pas cessé depuis 2007-2009. Et la Martinique, on est dans un chômage qui est à 18-20%. Vous croyez qu'un travailleur peut refuser, et dans les conditions, il n'y a pas une subordination du travailleur par rapport à l'employeur? On parle d'une fiction néolibérale, comme quoi nous sommes tous égaux, on serait sur le même plan, et puis on négocie à égalité. Mais c'est pas vrai. D'autant que nous n'avons même pas parlé, nous avons parlé du patron qui va fixer les salaires, etc. et tout. Nous n'avons même pas parlé des contrats de travail, Ouais. du CDD. Le CDD. Le CDD qui de plus en plus tend à remplacer Le ce C- qui reste des CDI. Tu comprends? Dans Justice cette semaine, nous publions une récente enquête De l'INSEE. de l'INSEE qui montre que les CDD progressent, le travail partiel progresse, le travail partiel subit, Subi. Oui, pas choisi. Pas choisi. Il y a des gens bon, il y a des mères de famille, des gens, le travail partiel concerne surtout les femmes, bon, qui choisissent, pour des raisons de compétences personnelles, de faire le travail partiel. Mais il y a le travail partiel subi, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas autre chose. Bon. Donc, regardez dans les hypermarchés, bon, les caissières, etc., c'est des CDD. Hein. Alors, on garde les anciennes
parce que elles ont un CDI, mais au fur et à mesure, hein, on les pousse vers la sortie. Même dans la fonction publique ou parapublique. De plus en plus, c'est le CDD Et on qui est vous la fait norme. croire que parce que vous avez un CDI, que vous êtes un privilégié. Voilà. C'est-à-dire qu'on est en train d'inverser le sens du vocabulaire. C'est ça le néolibéralisme. On change le sens des mots. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe Internet et cela, est-ce qu'on ne peut pas pouvoir imaginer qu'on ne pourra pas, par exemple, toi, tu as passé toute ta vie dans l'enseignement, tu as passé toute ta vie aux impôts. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui démarre dans la vie à 20 ans, 25 ans peut se dire, je passerai toute ma vie dans cette profession? Est-ce qu'il ne faut pas déjà que les gens comprennent qu'ils risquent d'avoir plusieurs périodes dans leur vie sur le travail? Tout Oui, à fait. à condition que le changement de période ne soit pas une régression. Alors, il faudra un jour qu'on en parle, mais les syndicats et les partis politiques, les syndicats, la CGT, Force ouvrière, ça propose ce qu'on appelle la sécurité professionnelle, c'est-à-dire que le fait qu'on puisse passer d'une période d'emploi à une période de formation et à une période de nouvel emploi, tout en gardant ses droits. Voilà. C'est ça le nouveau code du travail qui devrait s'adapter à la nouvelle donne que tu évoques à propos du numérique et des changements technologiques. Autrement dit, on doit pouvoir adapter les lois, le code du travail, aux évolutions technologiques. C'est ça, être progressiste. Être progressiste, c'est accroître les droits des travailleurs et diminuer la pénibilité et accorder plus de garanties à l'homme dans une société qui évolue en fonction du progrès technologique. Et non pas se servir du progrès technologique pour faire régresser vers l'asservissement, comme on veut le faire maintenant. D'autant que on n'a pas le temps de développer cela, mais il faudra bien un jour qu'on parle de ce que je n'hésite pas à appeler de plus en plus l'invasion de la robotique. La robotique, par exemple, aussi. Ça va poser dans les années qui viennent de sacrés problèmes. Mais ça pose déjà des problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, la pénibilité dans certains travaux comme les chemins de fer, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la robotique, le travail n'est plus aussi pénible pour les gens des chemins de fer comme auparavant. Donc certains profitent de ça pour expliquer que il faudrait sucrer quelques avantages parce que Bien sûr. c'est tout un programme. Enfin, c'est vrai que ce soir on est parti un peu dans toutes les directions, mais Non, je crois on était fixé sur les députés quand même. Oui, hein. oui, tout à fait. Et si, comme dit Michel, ce dont on a parlé pourrait faire comprendre, tant mieux. Non, mais moi je crois que j'ai confiance dans le bon sens de nos compatriotes, à condition qu'on s'adresse à eux, à leur conscience. Hein, je pense que nous ne devons pas avoir peur de nous adresser à la conscience, même si ce n'est pas payant électoralement immédiatement. De suite, ouais. Parce que on est un petit peu piégé par le jeu électoral. Bon, il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il n'est pas bon de dire en période électorale. Bon. Ouais. C'est pour ça. Comme on avait dit au début de notre émission, nous espérons que les gens vont comprendre les messages subliminaux et les interlignes. Et c'est pour ça que je dis aussi, ce travail-là que nous sommes en train de faire, même si ça porte ses fruits pour les 5 prochaines années, enfin pour la prochaine députation, dans 5 ans. Oui. Eh bien, merci beaucoup, mon cher rédacteur en chef du Progressiste. Merci à toi, merci à Je montre encore la première page. Ouais, elle est pas mal, hein, cette une, je trouve. Ouais. En toute objectivité. En toute objectivité. Je suppose que c'est une expression qui est utilisée par le président du conseil exécutif. Exact. Souvent, en toute objectivité. Exact. Et je montre maintenant celle de l'autre rédacteur en chef, avec nous, Yannick, ce soir, Michel, pour... Et puis on montre celle de Business News. Oui, tout à fait. Non, mais là, je parlais d'abord des rédacteurs en chef. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que lui, il est rédacteur en chef, mais patron. Ah, il est rédacteur en chef, il est patron, il est rédacteur, il est tout. Oui, tout à fait. Et notre ami Eddy Marajo, donc voilà, c'est déjà en kiosque et c'est sur les francs-maçons. Eh bien, il manque pas grand-chose pour que ça fasse Macron, en fait. Mais bon. Les francs Macron. Voilà, on va encore. Il y en a beaucoup, c'est ainsi. On va encore m'accuser. C'est un message subliminal. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Michel.
Passez un excellent week-end. Bonsoir à toutes et à tous. Ok. Et puis À toutes et à tous. Ouais, à toutes ouais. et à tous. Ouais, Oui, à par tout à tous. Tu écoutes de... Je suis macroniste. Et j'écoute. Canteloup. Voilà. À vous aussi, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt sur Zouk Télévision.